Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction d'exercices. Donc comme d'habitude, si vous n'avez pas cherché des exercices, c'est pas la peine. D'accord? C'est vraiment voilà, pour récompenser ceux qui ont fait des efforts. Parce que si vous n'avez pas cherché avant, ça ne sert à rien de regarder la correction. Donc vous retournez voir les énoncés et puis après, vous revenez. Ok? Alors pour ceux qui l'ont fait, donc on y va. Le premier exercice, donc je vous rappelle l'énoncé, il y avait un certain nombre d'exemples, il fallait savoir si c'était des ensembles compacts ou pas. Donc le premier, voilà, c'est une partie de R2 définie par une équation. Donc comme on est dans un espace vectoriel normé de dimension finie, eh bien le plus simple c'est de montrer que c'est une partie fermée bornée. Ok? Puisque les compacts sont exactement les fermés bornés. Hein. Donc voilà, alors pourquoi c'est borné? Parce que si x4 plus y4 égale 1, valeur absolue de x est plus petit que 1 et valeur absolue de y est plus petit que 1. Donc c'est bien une partie bornée pour la norme infinie ou pour n'importe quelle norme de toute façon, puisqu'elles sont toutes équivalentes. Et ensuite, si je prends l'application qui a xy, ceci x4 plus y4, comme vous le savez, elle est continue, elle est polynomiale. Et puis A, c'est tout bonnement l'image réciproque du singleton 1 qui est infermé de R par A. Et donc l'image réciproque d'infermé est infermée. Et donc A est une partie fermée de R2, fermée bornée, donc compacte. Ok, deuxième exemple, donc l'ensemble des éléments de R2 qui vérifient x au carré plus xy est plus petit ou égal à 1. Alors là, il suffit de regarder que si je prends x égale 0, pour toute valeur de y, ça fonctionne. Donc j'ai la demi-droite d'axe des ordonnées 0y qui est entièrement inclus dans B. Donc B n'est pas borné. Donc ce n'est pas un compact de R2. Bam! Ensuite, alors les matrices orthogonales sont les matrices qui vérifient que leur inverse, donc les matrices inversibles, dont l'inverse est égal à la transposée. Ok, donc voilà. Alors, là, il faut un peu se compliquer. Alors, c'est toujours un espace vectoriel de dimension finie, Mn de R, donc on va démontrer toujours pareil que c'est un ensemble qui est fermé et qui est borné. Ok. Alors, donc, déjà, la première chose à remarquer, c'est que si M appartient à une matrice orthogonale, ça veut dire que transposé de M fois M, ça fait identité. Et l'application qui a une matrice associée à transposée, c'est continu, hein, j'inverse les coefficients. Et le produit de matrice est continu, polynomial, tout ça. Donc, l'application qui est à M associe le produit de la transposée de M avec M, c'est une application continue. D'accord? Si les coefficients de M varient très peu, ça varie très peu aussi. Et eh bien, c'est l'image réciproque du singleton identité par cette application-là. Donc, c'est bien un ensemble fermé dans Mn de R. Donc, fermé, ça allait. Borné, c'est pas si évident. D'accord? Parce que, voilà, il faut quand même regarder. Alors, petite remarque qui peut servir dans plein d'autres exos, donc c'est pour ça que c'est utile. C'est juste pour vous bien se rendre compte, en fait, hein, si je note x crochet y, le produit scalaire, entre guillemets, habituel hein, pour deux vecteurs, x1, x2, xn, y1, y2, yn, le produit des xi, yi ou des xk, yk, la somme des produits xk, yk, donc voilà, x1, y1 plus x2, y2, plus ainsi de suite. Hein. Okay, j'appelle ça x crochet y. Eh bien, quand je fais le produit de deux matrices, en fait, je fais le produit des lignes de la première fois les colonnes de l'autre. Hein. Et donc, si j'appelle C1, C2, Cn les vecteurs colonnes de ma matrice M, eh bien, ça devient les lignes de la matrice transposée de M. Et donc, les coefficients du produit matriciel transposé de M fois M, finalement, c'est les crochets des CI avec CI. Enfin, CI avec CJ, plutôt. La colonne I avec la colonne CJ, ça fait le coefficient IJ de transposé de M fois M. Mais maintenant, si je m'intéresse à la diagonale de transposé de M fois M, puisque si je suis dans les matrices orthogonales, ça te fait l'identité. Donc, si M est une matrice orthogonale, le produit scalaire de CI et de CI, ça doit faire 1. Et puis ça, si on regarde, c'est la somme pour K en 2,1n des MKI au carré. Ok? Donc, la somme des carrés de chaque terme de la colonne, qui sont des réels, est égale à 1. Donc, tous ces nombres ont une valeur absolue plus petite que 1. Juste... c'est tous voilà. des nombres au carré dont la somme fois 1 qui sont tous positifs, donc ils sont tous plus petits que 1, donc mi carré est plus petit que 1, donc la valeur absolue de mi est plus petite que 1. Ok? Donc voilà, pour tout k est tout petit, mki est plus petit que 1, donc finalement si je prends la norme infinie sur les matrices, le maximum des valeurs absolues des coefficients, eh bien je vois que pour la norme infinie de m est plus petite que 1, dès que m est une matrice orthogonale. Donc en fait, pour cette norme, ON est inclus dans la boule unité de centre la matrice nulle et de rayon 1, d'accord? Donc ON est borné. Donc ON est borné et fermé, espace de dimension finie. ON est compact. Voilà, c'est un exemple classique d'ensemble compact. Hein. Ok. Alors maintenant, donc exercice 2, je vous avais demandé de démontrer que si on prenait une famille quelconque de parties compactes, alors son intersection était compacte.
et que c'était vrai pour des unions finies. En gros, les compacts, ça marche comme les fermés. D'ailleurs, un fermé dans un compact est automatiquement un compact, tout ça, enfin bref. Alors, allons-y, donc. Donc, je prends une UN, une suite qui est dans l'intersection de tous les KI. Je vais démontrer que cette suite admet une valeur d'adhérence. Mais je fixe un J quelque part, donc UN, c'est une suite d'éléments de KJ. Elle est dans tous les KI, donc elle est dans KJ. KJ qui est compacte, donc elle admet une sous-suite qui converge dans KJ. Il existe une application phi strictement croissante, telle que la limite de U indice phi de n, c'est L un élément de KJ. Ok? Mais pour tout I, cette suite U phi de n est une suite d'éléments de KI, parce que c'est une suite de l'intersection. Donc, comme KI est fermé et que cette suite-là converge, sa limite est dans KI. Et donc la limite L de U indice phi de n est dans KI. Et c'est vrai pour tous les I. Donc elle est dans l'intersection de tous les KI. Et donc ma sous-suite admet une valeur d'adhérence qui est dans l'intersection de tous les KI, donc l'intersection de tous les KI est compacte. Ok? Alors maintenant, je prends donc une réunion de deux compacts K et L. Je fais une suite d'éléments de K union L. Alors des fois c'est dans K, des fois c'est dans L, ça. Mais j'ai deux tiroirs, K et L, j'ai une infinité de termes de ma suite à caser. Bah, du coup, il y a une infinité de termes de la suite qui sont soit dans K, soit une infinité de termes de la suite qui sont dans L. C'est obligé, quoi, je veux dire. Hein. D'accord? Donc, s'il n'y a qu'un nombre fini de termes de la suite dans K, alors il y en a un nombre infini dans L et inversement. Donc, il y a une sous-suite d'éléments de K ou une sous-suite d'éléments de L qui convergent. D'accord? Parce que K et L sont des compacts. Donc, je prends juste la suite des termes qui sont dans K. Si ça en a un nombre infini, ça fait il y a une sous-suite converge dans K. Mais du coup, si elle converge dans K, bah, elle converge dans K union L. Si elle converge dans L, elle converge dans K union L. Donc, de toute façon, il y a bien une valeur d'adhérence dans K union L. C'est pas très dur, mais encore faut-il le voir. Ok. Alors maintenant, ce petit résultat-là, dans un espace métrique compact, on va le réutiliser plus tard. Donc c'est un théorème qui sert à quelque chose. Si j'ai une suite qui n'admet qu'une seule valeur d'adhérence, alors forcément, elle converge vers cette valeur d'adhérence. Ce qu'on sait d'habitude, ce qui est toujours vrai, en toute généralité, c'est que si une suite converge, alors elle admet une seule valeur d'adhérence qui est sa limite. Okay? Mais, réciproquement, dans un espace compact, c'est là qu'une seule valeur d'adhérence, alors elle converge. Ce n'est pas vrai sur R, on a déjà vu, vous savez, la suite qu'il faut 0, n. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, qui fait des allers-retours comme ça, bah 0 est une valeur d'adhérence et elle ne converge pas. Elle n'en a qu'une seule, il n'y a que 0 et elle ne converge pas. Oui. Mais dans un compact, alors là, forcément, elle converge. Ok, alors la preuve ressemble étrangement à ce qu'on a déjà fait dans les valeurs d'adhérence. Donc on prend A, la valeur d'adhérence de la suite UN, il n'y en a qu'une, voilà, et on suppose qu'elle ne converge pas vers A. Alors, ok, il y a une infinité de termes qui s'approchent de A, mais il y en a qui sont loin de A. Hein. C'est le principe, quoi. Vous voyez. Donc, il existe un epsilon tel que, pour tout n, pour tout grand n, après grand n, il existe des termes. Vous voyez, il n'y a pas de cran à partir du moment où ils sont tous proches de A. Donc, aussi loin que je veux, après chaque grand n, il existe un petit indice petit n, tel que la distance de UN à A est plus grande que epsilon. D'accord? Il y a des termes pour lesquels ce n'est pas dans la boule de centre de rayon epsilon. Ok? Pour ce epsilon-là. C'est ça que ça veut dire ça ne converge pas. Hein. Rappelez-vous, définition de ça converge, quel que soit epsilon, il existe un n tel que, quel que soit petit n, distance de NA plus petit qu'epsilon, bah, on prend l'opposé de tout ça, on inverse les codificateurs, on met l'opposé à la fin et hop, on trouve ça. Ok. Et donc, je peux construire une sous-suite UFI de n qui vérifie pour chaque terme, U indice phi de n moins a est plus grand qu'epsilon, puisque je peux le faire tout le temps. Vous voyez, donc j'en prends un, je prends un terme qui vérifie ça, et bien il existe un indice plus grand pour lequel ça vérifie ça, et il existe un indice plus grand pour lequel ça vérifie ça, donc comme ça, je peux continuer à construire des indices de plus en plus grands et donc construire une sous-suite qui vérifie ça. Okay. Mais alors, cette sous-suite-là, c'est une sous-suite dans un compact. Donc, elle admet une valeur d'adhérence. Mais elle est toujours loin de A. D'accord? Donc, la valeur d'adhérence B, elle est différente de A. Et donc, la suite UN possède au moins deux valeurs d'adhérence. Vous voyez? Si une suite ne converge pas à une valeur d'adhérence et ne converge pas vers celle-là, en gros, ce qui reste, ce qui n'est pas proche de A, ça fait une sous-suite qui doit avoir une autre valeur d'adhérence d'un compact, et donc il y en a au moins deux, et donc contradiction. Voilà. Pas très dur, mais encore faut-il le faire. Ok, l'exercice 4 maintenant. Alors, donc un cas particulier de fonction uniformément continue. On a vu le théorème de Hein dit que si on est continu sur un compact, on est uniformément continu. Alors, un cas plus simple, on va voir que si une fonction est de classe C1 sur un intervalle AB, alors elle est uniformément continue. Donc tout d'abord, montrer que si f est K-ellipse-ipsienne, alors elle est uniformément continue. Alors je vous rappelle la définition de K-ellipse-ipsienne, ça veut dire que quel que soit xy dans E, la distance entre f de x et f de y est plus petite que K, ce fameux K là, fois la distance de x à y. Ok?
Donc c'est ça la définition de Lipschitz. Bon, alors maintenant, f est uniformément continu, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut démontrer que pour tout epsilon, il existe, donc c'est l'écart entre les valeurs de f, epsilon, qu'on va majorer dès que x et y sont assez proches, mais n'importe où dans E. D'accord? Donc il existe, quelle que soit la hauteur epsilon, il existe un alpha qui correspond à cet epsilon, bien sûr, tel que si x et y sont proches à alpha près, alors f de x et f de y sont proches à epsilon. Partout. C'est ça la différence avec continu. Continu, c'est pour chaque x, il existe un alpha tel que si y est proche de x à alpha près, ça marche. Mais là, voilà, le alpha, il ne dépend plus de x. Ok? Et donc, on veut démontrer ça. Regardez, c'est pas très dur. Si on suppose qu'on a ça. Lui, il est plus petit que k fois distance de xy. Ok? Du coup, si je veux que ça, lui, soit plus petit que epsilon, je prends alpha égale epsilon sur k, et ça roule. Parce que lui est plus petit que k fois ça, et lui, donc, plus petit que k alpha. Je prends alpha égale epsilon sur k, et plus petit qu'epsilon, voilà. Ok, donc ça, c'est pas très dur. Epsilon est fixé, k est fixé, donc alpha est fixé, il marche pour tous les xy. Ok. Donc, pas très dur. Ensuite, bon, ça ne devrait pas s'afficher, mais c'est pas grave. Alors, le théorème des accroissements finis pour f. Donc, rappelez, je vous rappelle, si on prend une fonction de AB dans R dérivable, en fait, il suffit qu'elle soit continue de AB dans R fermé et dérivable sur AB ouvert. Enfin bon. Et ces hypothèses sont importantes pour certains théorèmes. Mais là, on s'en moque, donc c'est des hypothèses plus fortes. Si elle est dérivable sur AB fermé, alors, il existe un C dans l'intervalle ouvert tel que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins 1. Okay. Voilà, la pente de la droite reliant les points A, f de A et B, f de B est égale à la pente de la dérivée en un certain point C situé quelque part entre les deux. Ok. Montrer que si f est de classe C1, alors f est Lipschitzienne. L'astuce, c'est que si f est de classe C1, elle est continue sur le compact AB, donc elle est bornée, elle atteint ses bornes, f'. Ok. Et donc, la norme infinie de f', le sub des valeurs absolues de f' de x, c'est plus petit qu'un certain m. Il existe un m de R+, tel que, voilà, la norme infinie de f'. Bon, qu'elle soit atteinte, à la rigueur, je m'en moque. Juste f' est borné par m. Mais du coup, valeur absolue de f de y moins f de x sur y moins x, vous voyez, valeur absolue de tout ça entre x et y, c'est valeur absolue de f' de c, où c est entre x et y. Mais si valeur absolue de f' de c, c'est tout le temps plus petit que m, valeur absolue de f de x, y moins f de x sur y moins x, c'est plus petit que m, et donc en multipliant par valeur absolue de y moins x, j'obtiens cette inégalité-là. Et donc, f est m Lipschitzienne. Ok, voilà, je vous remontre, hop. C'est exactement la définition de Lipschitzien. Donc, uniformément continu. Voilà, donc le théorème de Hein, c'est une amélioration de ça, parce qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit dérivable, juste continue sur un compact, ça suffit. Ok, alors, des vrais ou faux? Les parties compactes de R sont les intervalles AB avec AB appartient à R. Alors, les intervalles comme ça, fermés, bornés, sont des compacts. Ça, c'est vrai. Mais par contre, il y en a d'autres, parce que comme on l'a vu juste avant, une réunion de deux compacts, c'est un compact. Donc si je prends deux intervalles, 0, 1, union 2, 3, c'est un compact de R qui n'est pas un intervalle. Donc les compacts ne sont pas uniquement les intervalles comme ça. Okay, donc c'était faux. Ok. Ensuite, toute partie finie d'un espace vectoriel normé et compact. Rappelez-vous, tout au début des espaces compacts, je vous ai dit, si une partie est finie, toute fonction qui est définie de L dans R va être bornée et atteint ses bornes. Donc oui, un ensemble fini doit être forcément compact. Voilà. Donc c'est vrai. Pas besoin que ce soit un espace vectoriel normé. Tout espace métrique fini est forcément compact. Même topologique fini est forcément compact. D'accord? Bon, là, en l'occurrence, voilà, si je prends l'espace métrique, je prends une suite d'un nombre fini, elle prend une infinité de fois la même valeur, peut-être plusieurs, enfin bref, donc elle a au moins une valeur d'adhérence, voire plusieurs. Okay. Donc ensuite, si O est un ouvert de E, différent de E et différent de vide, donc un ouvert strict de E, E est compact, alors O n'est pas compact. Bon, alors ça, c'est complètement con. Pourquoi? Parce que c'est faux, bien évidemment. Enfin, pourquoi c'est faux? Parce qu'on sait que les fermés de E sont compacts. D'accord? Mais un ouvert, ça peut être égal à un fermé. En fait, la fausse idée, c'est si c'est un ouvert, c'est pas un fermé. Ça peut très très bien être un ouvert et un fermé. Il suffit de prendre un espace qui n'est pas connexe. Maintenant, vous devez connaître toutes ces petites choses-là. Si je prends par exemple l'espace E, c'est 0,1 union 2, 3. Vous voyez bien que 0,1, c'est un fermé de E. Mais donc 2, 3, c'est un ouvert de E. Et 2, 3, c'est aussi un fermé de E. Et 0,1 est donc un ouvert de E. Et donc voilà, l'intervalle 0,1, c'est un ouvert de E et qui est compact. C'est un fermé borné dans R, vous voyez. Le fait d'être compact, ça ne dépend pas de dans quel espace on est. Je veux dire, une suite d'éléments d'en haut a une valeur d'adhérence d'en haut. C'est compact. Donc voilà, c'est un fermé dans un compact, c'est compact. Ok. Et c'est aussi un ouvert, oui, ça se peut. Ok, mais effectivement, il faut trouver une idée d'un truc non connexe, sinon on ne va pas y arriver. Tout espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé est compact. Alors nous, ce qu'on sait, c'est qu'un espace vectoriel de dimension finie, c'est toujours fermé.
Bon, ok, mais voilà. Mais dans un espace vectoriel normé de toute généralité, les fermés bornés, c'est pas forcément compact, donc bon, bref. Et ça, en l'occurrence, bah, c'est faux. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas borné. Une droite n'est pas bornée, hein, d'accord? Un espace vectoriel, c'est pas borné. Alors, ça allait un petit peu plus vite, là. Voilà, un R espace vectoriel n'est pas borné. Hein, c'est réglé. Dimension 1, c'est une droite, dimension 2, c'est un plan. Et ce qu'on sait, c'est qu'un compact, c'est toujours fermé et borné. D'accord? Ça, c'est tout le temps vrai, dans n'importe quel espace métrique. Hein. Ok? Donc voilà, donc c'est faux. Ok, ensuite, toute partie compacte de R admet un plus petit et un plus grand élément. Ben oui, alors là en l'occurrence c'est vrai, parce qu'une partie compacte de R, ben, elle est fermée et elle est bornée, donc voilà, et toute partie de bornée, elle admet une borne sup et une borne inf, hein, on l'a déjà vu, propriété de R, et puis on a déjà vu aussi, il y a des exos il y a très longtemps, que ben, inf de A et sup de A, c'était dans l'adhérence de A, d'accord, si on prenait une partie de R, donc si A est fermé, ben, son sup et son inf, ils sont dedans, donc c'est des minimums et des maximums, donc toute partie, voilà, compacte admet un plus petit, un plus grand élément. Ok. L'image réciproque d'un compact par une application continue est un compact. Bon, ben ça c'est pareil, on sait que pour les applications continues, l'image réciproque d'un ouvert c'est un ouvert, mais l'image d'un ouvert c'est pas forcément un ouvert. Bah, pour les compacts, l'image d'un compact c'est un compact, l'image réciproque d'un compact c'est pas forcément un compact. Alors il faut réfléchir un petit peu pour trouver un exemple, mais c'est pas bien dur. Bah, si je prends par exemple voilà, l'application cosinus, hein, qui va de R dans moins 1, dans moins 1 fermé, qui est un bon compact. Donc les antécédents de moins 1, c'est R complet, qui n'est pas compact, puisqu'il n'est pas borné. Donc voilà, c'est pas bien dur, mais il faut encore y penser. Quoi. Ok, si c'est un ensemble discret et infini, alors il n'est pas compact. Alors, je vous rappelle, discret, ça veut dire que toutes les parties sont des ouverts. Hein. Okay, on peut visualiser ça comme Z, ou hein, un ensemble où voilà, chaque point est un ouvert. Il y a un voisinage qui est composé que de lui-même. Okay, donc du coup, toute partie est un ouvert. Okay, donc si c'est discret et infini, alors il n'est pas compact. Alors, bah, c'est vrai, pourquoi? Parce que dans un espace discret, en fait, je sais bien, chaque point est un ouvert. Hein. Chaque singleton est un ouvert. Donc une suite converge vers un point. Pour tous les voisinages, au bout d'un moment, tous les termes de la suite sont dedans. Et ben, le singleton est un voisinage de L. Donc au bout d'un moment, si elle converge vers L, la suite, elle est égale à L au bout d'un moment. D'accord? Dans un espace discret, les suites convergentes, ce sont les suites stationnaires. Les suites qui sont constantes à partir d'un certain rang. Il n'y a que ça comme suite qui converge. Donc si je prends une suite d'éléments qui sont tous distincts dans E, ce qui est possible, parce que E est infini, donc je peux prendre des éléments tous distincts, et ben du coup elle n'a pas de valeur d'adhérence, elle n'a pas de sous-suite qui converge, puisqu'elle n'a pas de sous-suite stationnaire. Hein. Donc voilà, un ensemble discret et infini n'est jamais compact. Ok? Voilà. Alors, ce fameux théorème du point fixe. Donc le théorème classique, hein, il dit pour les fonctions contractantes, voilà, si f de xy, distance de f de x à f de y est plus petit que k distance de xy avec k strictement plus petit que 1, alors on fait une petite récurrence, on compare avec la suite k puissance n qui converge vers 0, etc., et on démontre que f a un point fixe et que la suite définie par récurrence par xn plus 1 égale f de xn converge vers ce point fixe, etc. Bon, bah là je vais faire pareil, sauf que j'ai pas plus petit que k, et puis là-dessous c'est embêtant parce que 1 puissance n ça fait 1, vous voyez, il n'y a pas de... On a l'impression strictement plus petit, du coup c'est plus petit qu'un certain k fois ça, ben non, justement pas quoi. Et par contre on sait que on est sur un espace compact, donc on va beaucoup utiliser cette hypothèse et pour démontrer qu'on a encore tous les résultats classiques. Donc il y a des questions intermédiaires, je vous les affiche au fur et à mesure, hein, parce que sinon j'ai plus de place, l'énoncé faisait presque toute la diapo. Donc la première question c'était juste montrer qu'il existe un unique L dans E tel que f de L égale L, avec cette hypothèse là et que E est compact. Et je vous ai donné une petite indication parce qu'on ne sait pas forcément comment commencer, c'est pas évident. Et donc d'étudier l'application phi qui est à x associe distance de f de x à x et de montrer qu'elle s'annule. Alors moi je ne suis pas un rebelle, hein, puis surtout que c'était mon idée. Donc je me dis tiens, si j'étudiais la fonction phi qui va de E dans R+, et qui à x associe la distance de f de x à x. Ok, donc elle est continue puisque voilà, hein, f est continue et pour x fixé, la distance de y à x c'est une application qui est continue en y, hein, on l'a déjà vu. Pour toutes les distances, tout ça. Ok, donc phi est une application continue, E est un espace compact, donc phi elle est bornée et elle atteint ses bornes. Autrement dit, il existe quelque part un L tel que la distance de f de L à L, ce soit le minimum des distances de f de x à x pour tous les x dans E. Ok, bon voilà, ça, hypothèse, ça existe. Ok. Bon, alors très bien. Eh bien, maintenant, si f de L est différent de L, je peux appliquer le théorème qui est là. Et donc j'applique à L et f de L. Et donc distance de f de L à f de L est strictement plus petit que distance de f de L à L. Mais ça c'était le minimum. Il n'y en a pas des strictement plus petits. Pour tout x dans E,
il ne peut pas y avoir strictement plus petit que ça comme distance. Donc ça, c'est pas possible. Et donc, c'est pas possible que f de L soit différent de L, donc f de L est forcément égal à L. Voilà. Donc, il existe un L, tel que f de L égale L. Mais il y avait marqué montrer qu'il existe un unique L. Alors, supposons qu'il y en ait deux. Si f de L1 égale L1 et si f de L2 égale L2. Okay, bon, alors, du coup, la distance de f de L1 à f de L2, c'est distance de L1 à L2. Hein. Lui, c'est égal à L1, lui, c'est égal à L2. C'est la même. D'accord? Et donc L1 égale L2, puisque sinon, regardez, j'ai une égalité stricte. Si L1 est différent de L2, la distance de f de L1 à f de L2 est strictement plus petite que la distance de L1 à L2. J'ai l'égalité, donc c'est qu'ils sont égaux. Donc unicité du point fixe. Ok, la vie est belle. Alors donc maintenant, on définit la suite par récurrence par U0 n'importe où dans E, et UN plus 1 égale f de UN. Et on a quelques petites questions, mais le but c'est de montrer que cette suite-là converge vers L. Alors première étape, montrer que la suite réelle distance de UN à L converge. Alors, je vais la noter Vn, cette suite, la distance de Un à L. Eh bien, c'est une suite de réels positifs, positif ou nul a priori, mais positif. Une distance est positive. Et je prétends qu'elle est décroissante. Pourquoi elle est décroissante? Il faut regarder, c'est notre hypothèse sur f. Distance, donc Vn plus 1, distance de Un plus 1 à L, Un plus 1 c'est f de Un. Et L c'est f de L, c'est un point fixe, rappelez-vous, c'est la définition de L. Et donc, du coup, ça c'est plus petit que la distance de Un à L. Ok? Voilà. Donc voilà. Donc, alors si jamais vous me dites, si UN était égal à L, ok, d'accord, après, alors si UN est égal à L pour un certain cran, UN plus 1 est aussi égal à L, et donc la suite UN converge vers L, donc la suite Vn converge vers 0, elle vaut 0 au bout d'un moment, ok, bon d'accord. Mais sinon, si c'est différent, je peux appliquer le critère qui est là, et je trouve bien que Vn plus 1 est plus petit que Vn. Ok, donc dans tous les cas, ma suite, Vn plus 1, Vn est décroissante, c'est une suite de réels positifs décroissante, donc, vous le savez bien, elle converge. Ok, donc ma suite Vn converge. Distance de Vn à L, ça converge à quelque chose. Bon. Ensuite, il fallait montrer que Un possède une sous-suite qui converge. D'accord? Vers K. Bon, ça c'est juste parce que c'est dans un compact. Donc c'est l'hypothèse, j'ai une suite UN, là j'utilise que E est un compact, c'est important, sinon si je n'utilise pas, je ne vais pas m'en sortir. Donc ma suite UN est une suite d'éléments dans un compact, donc elle met une sous-suite convergente. Ok, vers K. Voilà, j'appelle K la limite de cette sous-suite là. Ok? Et il fallait montrer que la distance maintenant entre K et L, c'est la distance entre f de K et L. Bon, ça c'est pareil, c'est pas bien compliqué, mais il faut y penser. Donc, U de phi de n, je vous rappelle, ça converge vers K. Donc la distance de U à phi de n à L, ça converge vers la distance de K à L. Mais ça, c'est V de phi de n. C'est juste la distance de U phi de n à L, par définition, c'est V indice phi de n. Donc, limite de V indice phi de n, c'est la distance de K à L. Mais ma suite Vn, elle converge. Donc là, j'ai trouvé, il y a une valeur d'adhérence de la suite Vn, là, c'est ce truc-là. Par définition, mais du coup, c'est la limite de Vn. Une suite qui converge, je trouve une valeur d'adhérence, j'ai trouvé sa limite. Donc la limite de la suite Vn, c'est ça. Et donc la limite de n'importe quelle sous-suite de la suite Vn, c'est ça. Par exemple, si je prends la suite V indice phi de n plus 1, celui d'après, ça converge aussi vers ça. N'importe quelle sous-suite de Vn converge vers ça. Mais V de phi de n plus 1, c'est par définition, c'est la distance de U indice phi de n plus 1 qui est f de U indice phi de n, c'est défini comme ça. U indice phi de n plus 1, c'est f de U indice phi de n, et de L. Ok? Et ça, on l'a déjà vu. La limite de ça, c'est la distance de... Comme f, ça converge vers k, f est continu, ça tend vers f de k, distance est continue, donc ça converge à la distance de f de k à L. Et donc finalement, la distance de f de k à L est égale à la distance de k à L. C'est exactement ce qu'on voulait. Ok? En déduire que UN converge vers L. C'est tout con parce que la distance de K à L, c'est la distance de f de K à L, mais la distance de f de K à L, c'est la distance de f de K à f de L. Parce que L égale f de L. Regardez, j'ai une égalité là. Oh là, distance de K à L et distance de f de K à f de L. Donc c'est qu'ils sont égaux, parce que sinon ce serait strictement plus petit. Par hypothèse sur f. Donc K égale L. Donc, ma suite là, la valeur d'adhérence de ma suite UN, elle admet une valeur d'adhérence, c'est forcément L. D'accord? L est l'unique valeur d'adhérence de UN. Et donc j'ai une suite dans un compact qui admet une seule valeur d'adhérence. Et donc ça, exercice 3, je vous rappelle, elle converge, du coup, vers L. Voilà, on a démontré qu'il y avait une unique possible valeur d'adhérence, L, et donc elle converge vers L. Voilà.
Alors, ensuite, exercice 7, distance de compact. Alors, je vous ai dit, montrer voilà, que si on prend deux parties compactes dans un espace métrique D, alors la distance entre A et B, qui est par définition l'infimum, la borne inf des distances de petit a à petit b, où petit a est dans grand A et petit b est en grand B, elle est atteinte. Il existe un petit a et un petit b qui vérifient que... Voilà. OK. Alors, c'est pas très dur. Pourquoi? Parce que un produit de compact est compact, hein, c'est dans le cours. Et puis l'application D de E croix E dans R+, est continue. Et donc D, elle est bornée et elle atteint ses bornes. Et donc, il existe AB dans E croix B, tel que distance de A à B, c'est l'inf des distances de XY pour X dans A, Y dans A. Et ça, justement, c'est les distances de A à B. OK? Alors, c'est fini. Alors, sauf que non, parce que là, j'étais un petit peu vite, là. Pourquoi D est continu? Ce qu'on a vu, c'est que pour X fixé, la distance de X à Y, c'était continue en Y. Mais que D de E croix E dans R+, vérifiez, regardez, on ne l'a jamais démontré dans ce qui précède. Donc là, il faut quand même que je le fasse. C'est pas dur, mais il faut quand même que je le fasse. Hein. Donc, bon, alors la distance delta sur E croix E, c'est quoi? Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Il faut regarder la topologie de E croix E pour voir si cette application-là est continue. OK? Et donc, la distance sur E croix E, je vous rappelle, sur un produit d'espace métrique, la distance qu'on avait définie sur le produit, c'était le maximum des distances entre chaque élément. Donc, OK, donc voilà, là c'est E et E, donc c'est D et 1, c'était D1 et D2 dans l'exemple plus général, mais là c'est D et D, donc c'est le maximum de distance entre X et X' et Y et Y'. OK, on obtient bien une distance comme ça sur E croix E. Et donc, si on prend donc X, X', Y, Y' dans E, valeur absolue de distance de X, Y' moins distance de X, Y, alors pourquoi c'est plus petit que distance de X, Y' plus distance de Y, Y'? En fait, c'est une égalité triangulaire. Regardez, j'enlève le valeur absolue, je passe lui de l'autre côté. La distance de X' à Y' fait le tour. Hein. C'est plus petit que la distance de X à X' plus la distance alors c'est le contraire, de X' à Y', c'est plus petit que la distance de X' à X plus la distance de X à Y plus la distance de Y à X'. Trois étapes. Hein. C'est de X à X', je passe X' à X, X à Y, Y à Y'. C'est plus long comme ça que comme ça. D'accord? Et maintenant, dans l'autre sens, si imaginez que ça c'est négatif, donc du coup je change les signes, je mets D de XY moins D de X', je passe de l'autre côté, D de XY c'est bien plus petit que la somme des trois aussi. C'est pareil, au lieu de passer de X à Y, je passe par X, X', Y', Y'. Donc voilà, dans les deux sens, on a bien cette inégalité-là. Et donc la somme des deux, c'est plus petit que 2 fois le max des deux. Donc c'est plus petit que 2 fois la distance de ça, et donc je trouve bien que ma fonction, l'application D, elle est de lipschitzienne, ok, donc elle est continue. Voilà. Cette application D de E croix E dans R+, est bien continue, c'est bien, voilà. C'est une preuve qu'on n'avait jamais faite. C'est pas dur, mais il faut être un peu rigoureux, quoi. On dit ça, il faut quand même le prouver, quoi. Ok? Très bien. Alors, on suppose que on se met maintenant dans un K-espace vectoriel normé, de dimension finie, et montrer que c'est encore vrai si A est compact et B est fermé. Ok? Et je vous ai donné une petite indication parce que c'est pas si simple. Montrer que la distance de A à B est continue. Alors pourquoi c'est pas si simple? Parce que intuitivement, moi je me dis, c'est tout con. Je vous explique. On dit, voilà, j'ai un compact et un fermé. Donc voilà le compact, voilà le fermé. Il y a le bord, mais il n'est pas forcément borné, vous voyez, c'est un fermé. Un fermé borné dans un espace de dimension finie, c'est forcément un compact. Donc si c'est un fermé, c'est qu'il n'est pas borné. Donc j'ai fait un dessin comme ça, et intuitivement on se dit, c'est complètement con, parce que voilà, j'ai ça, il suffit que je prenne une boule là, autour d'un point de lui, hop, la distance entre le bleu et le rose, ça va être la distance entre le bleu et l'intersection ici avec le rose. Ça c'est un compact, entre deux compacts, la distance est atteinte, voilà, c'est réglé. Ok? Donc on se dit, c'est tout bête en fait, voilà, notre fermé, il suffit de prendre un point, et puis prendre une boule, et puis on se ramène à deux compacts. D'accord, hein, je prends, vous voyez, un point A dans A, un point B ici, là, et je prends la boule de centre A de rayon, la distance de A à B, donc comme ça c'est non vide, j'obtiens bien une intersection d'une boule avec un fermé, une boule fermée, c'est un compact. Et donc la distance entre ce bout-là et ce bout-là est atteinte. Et voilà. Sauf que qui me dit que ça va être la distance? Ça va être vraiment la plus petite distance entre le bleu et le rose. Imaginez que maintenant mon bleu soit foutu comme ça. Et moi j'y vais en avant-guingant, je prends ce point-là, parce que comment je choisis un point particulier dans A? Je prends un point dans A, une boule là. Ah, la distance entre le bleu et là, ça, entre ces deux parties là, l'intersection avec la boule et le bleu, elle est atteinte là, c'est là. Mais c'était pas du tout la distance entre le bleu et le rose. Elle était là, la distance entre le bleu et le rose. Pas dans ma boule.
Donc vous voyez le problème, en fait, c'est que ça a l'air tout con, mais juste, bah non, on ne peut pas prendre n'importe quoi comme élément de l'ensemble de départ du compact. Comment je sais que j'ai tout pris? Vous voyez? C'est ça le problème, quoi. C'est pas si simple. Voilà. Donc, astuce, montrer que ça est continu. Alors, bon, bah, ça, c'est pas bien dur. Hein, donc, voilà, cette fois, la distance, c'est la norme, hein, parce qu'en espace vectoriel normé. Donc, si je prends. Alors, A1, A2 dans A, je vais vous montrer que c'est l'application, là, ici, elle est continue. Donc, norme de B moins A1 moins norme de B moins A2, c'est plus petit que A2 moins 1. C'est propriété inégalité triangulaire sur les normes, hein, d'accord? Je vais juste passer un de l'autre côté. Vous connaissez cette inégalité-là depuis bien longtemps. Donc, la distance de A1 à B, bah, qui est plus petite que la distance entre B et A, vous voyez, j'ai pris un élément B dans B, bah, l'inf des distances entre A1 et B, c'est plus petit qu'un cas particulier, que la norme entre de B moins 1, ce qui est la distance entre A1 et petit b, d'accord? Et bah donc ça, c'est plus petit que ça plus ça, ok? Toujours une égalité triangulaire, hein, c'est complètement bête. D'accord, donc la distance de A1 à B, c'est plus petit que norme de A2 moins 1 plus norme de B moins 2. Ok, mais ça c'est vrai pour tous les B. Ici, là, ça dépend plus de petit b. Hein. D'accord? Donc maintenant, je peux trouver, voyez, je peux trouver un b tel que ça, c'est très proche de la distance entre A2 et grand B. En fait, ça, c'est plus petit que la distance de A2 à grand B plus epsilon. Enfin, je peux trouver un petit b pour que ce soit plus petit que la distance de petit A2 à grand B plus epsilon pour n'importe quel epsilon. Et donc ça, finalement, c'est inférieur ou égal à la distance de A2 et de B. Ok? Et donc finalement, voilà, je me rends compte que la distance de A1 à grand B, ben, c'est inférieur ou égal à la norme de A2 moins 1 plus la distance de A2 et B. Et donc je fais passer ça de l'autre côté, hop là, et j'obtiens que la distance de A1 à B moins la distance de A2 à B, c'est plus petit que la norme de A2 moins 1. Je fais ça dans l'autre sens, j'intervertis A1 et A2 pour avoir l'inégalité dans l'autre sens, et donc j'obtiens que valeur absolue de distance de 1 à B moins valeur absolue de distance de A2 à B, c'est plus petit que norme de A2 moins 1. Et là, je suis très heureux parce que du coup, mon application distance de petit a à grand B, elle est lipschitzienne. D'accord? L'écart entre deux valeurs, f de 1 moins f de A2, c'est plus petit que distance de 1 à 2. Donc elle est 1 lipschitzienne, donc elle est continue. Ok, voilà, tout ça pour montrer que cette application-là est continue. Hein? Ok? Très bien. Donc voilà, elle est 1 lipschitzienne, donc continue. Ok. Donc maintenant, bah, voilà, donc, comme phi est continue et que A est compact, j'ai quand même un des deux qui est compact, hein. Donc elle admet un minimum en A0 quelque part, vous voyez. Donc là, maintenant, mon A0, il est là. J'ai trouvé le bon A0, celui qui est le plus proche de B. Ok? Et donc maintenant, en avant Guingamp, je prends un B quelque part dans B, j'appelle R la distance entre A0 et B, hein, norme de A0 moins B, et je prends K l'intersection entre la boule donc centrée en A0, la boule fermée hein, centrée en A0 de rayon R, et le grand B, le rose. Et bien là, donc la partie K, c'est la partie qui est ici, l'intersection entre la boule et quoi, ben c'est un compact. La distance entre A et B, c'est la distance entre A et ce compact. Donc du coup, elle est atteinte hein, en 2 points, parce que cette distance entre je me suis ramené à la distance entre 2 compacts. Question d'avant, elle est atteinte en 2 points. Ok, voilà l'astuce. C'était pas si simple en fait. Hein. Ok, très bien. Alors ensuite, donner 2 fermées maintenant, pour laquelle cette conclusion est fausse. Donc voilà, il faut trouver 2 fermées, donc non bornées, dans R2, okay, où voilà, la distance n'est pas atteinte. Donc l'astuce, c'est de prendre 2 choses qui sont disjointes, hein, dont la distance vaut 0. Et ben c'est possible en faisant des choses qui se rapprochent infiniment. Vous voyez, donc là j'ai pris l'ensemble des points tels que Y est négatif ou nul. Donc voilà, tout ce qui est en dessous de l'axe, l'axe inclus. Et là, tout ce qui est au-dessus de la courbe, Y est plus supérieur ou égal à 1 sur X. Donc c'est évident que c'est des fermées. Ça, c'est l'image réciproque de R- par l'application Y. Ça, c'est voilà, Y moins 1 sur X. Enfin, bref, donc voilà. Tout ça, c'est sur R plus étoile. X est non nul, hein, d'accord? Donc, voyez mes 2 parties. C'est évidemment de fermer parce que c'est des inégalités pas strictes, justement. Donc, voilà, une égalité large. Et ils ne sont pas bornés, sinon on serait des compacts. Et donc, la distance entre les deux, vous voyez bien, il y a des points aussi proches que je veux. Hein, je veux dire, voilà, je prends le point 0, n ici, et il y a le point 0, 1 sur n. Enfin, non, x égale n, y égale 0, et n, 1 sur n, ils sont aussi proches que je veux hein, quand n grandit. Et donc la distance entre le rose et le bleu, elle est nulle. L'inf des distances sur des points de là et des points de là, c'est 0.
Et pourtant, c'est pas atteint, parce qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux. Hein. Pour que distance de petit a à petit b soit nulle, il faut que a soit égal à petit b. Il n'y a pas de points qui sont à la fois dans le rose et dans le bleu. Donc voilà, c'est la contradiction. Elle n'est pas atteinte, cette distance nulle. Voilà, voilà. Alors ensuite, un petit exo un peu piégeux. Alors j'espère que vous n'avez pas trop galéré dessus. Si on prend un espace vectoriel normé, pas forcément de dimension finie, on prend une boule, ok, et ben on veut montrer qu'il existe un élément de norme minimale et un élément de norme maximale dans B. Alors, donc la première hypothèse, alors je vais faire norme minimale déjà. Alors si jamais le vecteur nul est dans la boule, je suis très heureux parce que le vecteur nul est de norme minimale. 0 ne peut pas faire moins, il est dans la boule, donc il y a bien un point de la boule de norme minimale. Bon, mais si le vecteur nul n'est pas dans la boule, c'est le cas un peu plus dur, d'accord? Et je veux voir pourquoi il existe un élément de norme minimale. Ok, donc j'ai dit voilà, si le vecteur nul est dedans, c'est bon. Sinon, eh ben, je vais reprendre ce vecteur-là. Enfin, ça me semble assez. Oui, moi c'est celui-là que j'aurais testé intuitivement. Ça a l'air assez simple quand même. C'est se dire, bah, je prends le vecteur là qui pointe vers le centre de la boule. D'accord. Alors comment il est défini celui-là? Bah, si je prenais de là à là, c'est le vecteur C. Ok. Et donc je veux réduire sa taille pour lui enlever le rayon qui était égal à R. Et donc je prends C, je divise par norme de C, j'obtiens un truc de taille 1. Ok. Et ben voilà, après je multiplie par R moins C, enfin par norme de C moins R, plutôt, la distance qui est là. Donc c'est C divisé par norme de C, ça fait ici longueur 1. Je multiplie par la longueur qui est là, qui est égale à norme de C moins R. Et donc ce vecteur ici, c'est le vecteur rouge, c'est le vecteur Y. Hein, c'est celui que j'ai dessiné en rouge, quoi. Voilà. Alors maintenant, il suffit de démontrer que lui, il est bien de norme minimale. Ok. Alors allons-y, donc prenons un Z n'importe où, dans la boule. Okay, pourquoi la norme de Z est plus grande que la norme de Y? Bon, bah, c'est pas bien dur, hein, parce que j'y vais, la norme de Z plus la norme de Z moins C, donc inégalité triangulaire, hein, somme des deux, c'est plus grand que la norme de C, hein, la différence des deux. Donc voilà, donc là j'aurais pu l'écrire norme de C moins Z si vous préférez pour ajouter, mais enfin bref, ça c'est plus grand que norme de C. Ok, normal, hein, ça plus ça. Je fais ça et après je fais ça, bah, c'est plus grand que juste faire d'aller de ça à C, hein. Inégalité triangulaire. D'accord, et puis norme de C, bah, par définition, c'est norme de Y plus R. Hein. C'est fait pour, hein, d'accord? Donc voilà, donc jusque-là tout va bien. Donc, norme de Z, c'est donc plus grand que norme de Y plus R moins norme de Z. Alors oui, norme de Y, il est là, plus R, ok, je passe ça de l'autre côté, donc norme de Z c'est plus grand que norme de Y plus R moins norme de Z moins C. J'ai juste passé lui ici de l'autre côté, ok. Mais comme norme de Z moins C, Z il est dans la boule, norme de Z moins C il est plus petit ou égal à R. Donc R moins ça, c'est un nombre positif. Donc norme de Y plus un nombre positif, bah, c'est plus grand ou égal à norme de Y. Donc norme de Z est plus grand ou égal à norme de Y. Et donc, bah, la norme de Y, c'est bien un élément de la boule de norme minimale. Ok. Et donc voilà, donc ça existe. C'est fait. Y est de norme minimale. Alors, je vous laisse rédiger la norme maximale. Je vous laisse deviner où il est. Non, allez, je vous dessine. Ouais. Norme maximale, il est là. À vous de trouver sa définition, à vous de démontrer que c'est une norme maximale. Ok. Et donc, en fait, c'est un piège parce qu'on est le chapitre compacité, ça n'utilise jamais la compacité. Donc, en fait, voilà. Mais donc c'est pas vrai tout le temps hein, pour des parties bornées, mais pour une boule, il y a toujours un vecteur de norme minimale, un vecteur de norme maximale. Incroyable. Hein. Ok, allez, le dernier l'exo un petit peu marrant là, je vous rappelle, hein, je vous avais dit, voilà, si on prend un compact en dimension infinie, eh ben, son complémentaire est toujours connexe. On peut toujours le contourner, vous voyez, il y a une seule composante connexe, on ne peut pas avoir l'intérieur, l'extérieur d'un compact en dimension infinie. Hein. Vous vous rappelez, voilà, j'avais fait un exemple avec, dans le plan, ça peut, voilà, l'intérieur, l'extérieur, c'est clair. Dans l'espace, ça se peut, il y a l'intérieur de la sphère est compacte, l'intérieur de la sphère, l'extérieur de la sphère, ça ne communique pas, il y a bien deux parties, il y a bien deux composantes connexes quand j'enlève la sphère. Mais en dimension infinie, quand on enlève un compact, eh ben, ce qui reste est en un seul morceau. Tout le temps. Donc c'est super joli. La preuve, elle est super astucieuse, il faut y penser. Donc voilà, mais c'est très beau. Alors, je vais vous expliquer ça. Donc, supposons que E privé de K, il possède une composante connexe bornée, que j'appelle C. Vous voyez, c'est ma petite forme de poisson au milieu. Alors, pourquoi c'est pareil que de dire que c'est supposé que le complémentaire n'est pas connexe? Pourquoi? Parce que allez, K est borné. Un compact est toujours borné, toujours fermé aussi, d'accord? Donc, il est dans une boule. Donc, à l'extérieur d'une boule, il y a une seule composante connexe. Vous voyez, tout ce qui déborde là, ça, c'est la même composante connexe. Ok?
Donc s'il y en a un autre, s'il y a un intérieur, c'est un autre bout, bah, il est forcément borné, parce que s'il n'est pas borné, bah, hop, il sort de n'importe quelle boule, et c'est la même composante connexe que l'extérieur. Hein. D'accord? Donc en fait, je vais démontrer qu'il n'existe pas de composante connexe bornée, bah, ça voudra dire qu'il y a une seule composante connexe en fait. Parce qu'à l'infini, enfin assez loin, il n'y en a plus qu'une, quoi. Tout se relie. Quoi. Donc a priori, on suppose qu'il y en a une là qui est bornée. Ok? Bah, du coup, si elle est bornée, ça veut dire que, quitte à translater, je peux supposer que le vecteur nul il est dedans. Ça ne coûte pas bien cher, hein, mon compact. Je le déplace, je mets le vecteur nul au milieu. Ça ne change pas l'énoncé. Et donc, bah, si elle est bornée, ça veut dire qu'elle est contenue dans une boule, d'accord, qui contient aussi K. Quand je prends le rayon assez grand, ça contient la composante connexe bornée et ça contient K. Mais deux trucs, rayon assez grand, je peux trouver donc un rayon positif tel que K est inclus dans cette boule de centre le vecteur nul, et de rayon R. Voilà, j'ai pris R assez grand pour que K soit dedans. Ok? Ok, bon, vous allez me dire, bah, d'accord. Et donc maintenant, je vais considérer l'application phi, vous voyez, qui va de cette boule-là dans la sphère. C'est la projection de la boule sur la sphère. Alors, qui est définie donc de la boule privée du vecteur nul. Là, je n'ai pas mis, mais c'est la boule privée du vecteur nul dans la sphère. Qui est défini par, voilà, pour un vecteur non nul, phi de x, c'est r fois x sur norme de x. Donc je prends un vecteur x n'importe où là dans mon compact, ou même dans toute ma boule, je divise par sa norme, j'obtiens une norme 1, je multiplie par r, j'obtiens un point de la sphère. Ok? Donc voilà, donc je prends cette application là, vous voyez hein, comment je fais, hein, je prends un vecteur qui est dans la boule qui n'est pas le vecteur nul, et hop, je projette, je prends la demi-droite là qui passe entre le vecteur nul et lui, je projette le point de la sphère qui correspond ici. Toujours possible. C'est continu, tout va bien. R, c'est une constante. X sur norme de x c'est continu parce que je ne prends pas x le vecteur nul. X sur norme de x, c'est continu. Donc, j'obtiens une fonction continue qui va de la boule privée du vecteur nul, j'ai oublié de le marquer, dans la sphère. Ok? Très bien. Alors, voilà, donc phi est continu. Et donc, maintenant, l'image de K, bah, le vecteur nul n'est pas dans K, hein, par définition. Donc, tout va bien. Sur K, tous les points sont définis. Je peux faire l'image de K par phi. Et l'image d'un espace compact par une application continue, c'est un compact. Donc phi de K, c'est un compact de la sphère, d'accord? De centre le vecteur nul et de rayon R. Or, si vous connaissez votre théorème de Riesz, qui vous dit que, bah, justement, en dimension infinie, la boule unité et la sphère unité ne sont pas compacts. Donc la sphère, là, n'est pas un compact, parce que sinon, je serais en dimension finie. Ok? Donc phi de K, ce n'est pas toute la sphère. L'image de K, quand je projette K sur A, il y a des trous. Il y a des endroits de la sphère qui ne sont pas atteints. Okay? Mais donc, si je prends un point qui n'est pas atteint là, ça veut dire que là, entre le vecteur nul et lui, là, je vais jusque là, je ne touche pas K. Parce que s'il y avait un point de K là, sur cette droite, bah, hop, son projeté, ce serait là, ce serait dans phi de K. D'accord? Il y aurait un point de K dont l'image est ce point-là. Mais ce point-là n'est pas dans l'image de K, donc ça veut dire que là, ça traverse sans toucher K. Et donc, il existe une droite qui part de vecteur nul, au moins un point qui n'est pas atteint, qui part de vecteur nul qui ne touche pas K. Bah donc finalement, ça relie par un chemin, donc c'est connexe par arc, même entre l'extérieur et le vecteur nul, il y a un chemin, même une ligne droite qui relie la composante connexe non bornée au vecteur nul. Et donc la composante connexe du vecteur nul, elle n'est pas bornée, puisque c'est la même que la grosse, et donc finalement, il y a une seule composante connexe. Ok, superbe, hein? Non, fantastique. Vous avez compris, l'astuce, elle est géniale. Hein? Vous voyez, quand on projette le compact sur la sphère, ça ne peut pas faire toute la sphère. Parce que la sphère n'est pas compacte. Et donc, bah, il y a des points qui sortent, et en fait, donc voilà. Fantastique. Donc en fait, tout ça, ça vient du théorème de Riesz, fondamentalement. Enfin voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà. Et puis, bah, écoutez, on va encore des petites vidéos de topologie, mais enfin bon, on se rapproche de la fin. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Donc voilà, donc petite scène post-crédit spécialement pour vous. Je vous raconte un peu des anecdotes de tournage, des trucs. Donc là, Dominique qui découvre. Et aussi, accessoirement, j'espère que ça ne vous gêne pas, mais moi, ça me rend dingue. À chaque fois, je manque de m'interrompre de ce travail. Depuis 2-3 vidéos, donc les précédentes sur la complexité et celle-là, j'ai l'impression que la caméra déconne. J'ai l'impression que je deviens un peu flou, vous voyez, par moment. Alors, je sais pas, j'essaie de me rapprocher là. Non, là, ça a l'air d'aller. Mais j'ai eu l'impression dans la vidéo que par moment, je devenais un peu flou et ça revenait. J'étais d'une netteté vacillante, quoi. Et on a du mal à régler la caméra justement parce qu'elle se dirige toute seule, j'ai l'impression. Vous voyez, j'ai l'impression que par moment, suivant les mouvements que je fais et tout, bon là ça a l'air de passer, mais bref, donc là voilà, il va falloir faire quelque chose parce que c'est indépendant de volonté. Hein. C'est pas nous qui nous amusons à toucher les potards, on touche à rien et ça se dirige tout seul. Bon voilà, c'est les aléas du direct, hein, c'est un petit problème. Bon enfin bref, j'espère que ça va pas trop déranger. C'est pas ma tête l'important de toute façon, hein, c'est le contenu quoi, mais quand même c'est un peu chiant. Bon enfin bref.
Enfin, sur ce, merci à tous ces gentils tipeurs. Je vous rappelle les règles. Hein, c'est les rouges, ça fait plus de 3 ans, les bleus plus de 2 ans, les verts plus d'1 an. Et c'est le total qui c'est classé dans l'ordre de celui qui a donné le plus, celui qui a donné le moins. Ok. Et c'est les donneurs réguliers. Ah, moi j'ai déjà donné une fois 10 euros, je suis pas dedans. Alors non, c'est ceux qui donnent plusieurs fois, d'accord. Ok. Minimum 5 euros pour que leur nom apparaisse au générique. Voilà. Donc le minimum du minimum, il a donné 10 euros. 2 fois 5. Et en 2 fois 5 en plus. Parce qu'une fois 20, vous ne rentrez pas dans le truc. Hein. Bon, bah, bref. Très bien. Allez, sur ce, ciao, ciao. Et puis à bientôt. Bye bye.